Alors, si je vous dis sexe et drogue en prison, vous pensez à quoi? Ouais. Ce qui n'est pas évident. On pourrait très bien dire prison, donc pas de sexe. Donc ouais, sexe. Sexe, drogue, prison. Qu'est-ce qui vous vient en tête comme ça? Passage de drogue. Passage de drogue? Ouais. Alors c'est quoi que t'appelles visite intime? La visite avec son conjoint, c'est ça? Ouais. Interdiction. Interdiction. Ouais. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de tabou, hein, on va être très clair. Vous dites ce que vous avez à dire. Je suis donc bénévole à Société SIDA et acteur. J'ai commencé la prévention quand j'avais 15 ans, j'en ai maintenant 26. Il n'y a pas de tabou entre nous, il n'y a pas de question conne. Donc, dès que vous avez une question, n'ayez pas peur qu'elle soit choquante ou cocasse, vous la posez. Si vous la posez maintenant, je me la suis sans doute posée à un moment ou à un autre, hein, donc n'hésitez pas. Si je ne sais pas répondre, je vous dirai que je ne sais pas répondre. J'ai pas été détenu, donc je ne vous dirai pas ce que c'est que la réalité carcérale du point de vue d'un prisonnier. Par contre, je peux vous dire ce que c'est en tant qu'intervenant extérieur et que spécialiste des questions de santé, comment ça se passe. Donc voilà, juste ce point de vue qui est un peu biaisé. Mais n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas le bon terme extérieur, il n'y a pas de terme choquant, il n'y a pas d'idée choquante. Vous y allez, on est entre nous, il n'y a pas de sujet tabou, etc. Ok? Donc interdiction, visite intime, sexe. Sevrage? Ouais. Les fouilles corporelles. Fouille corporelle. Ouais. Préservatif. Préservatif. En accès ou sans accès? Sans accès. Ouais. Viol. Viol. Masturbation. Plaisir, non? Oula. Homoérotisme, ouais. Autorisation des surveillants. Ah, intéressant. Autorisation des surveillants. C'est vrai que depuis tout à l'heure, vous me parlez du point de vue des détenus. C'est l'inverse, ouais. Homosexualité. Homosexualité. Choisi, subi. Les deux, ouais. La façon dont on est par les autres. Ouais, la façon dont on est vu par les autres. La façon dont on est vu par les autres. Ouais, parfois j'ai des mots qui perchent un peu, donc je dis rose, je dis autre. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein, autre, je ferai l'effort de descendre une tonalité. Ouais, d'autres mots qui vous viennent? Bicuriosité. Bicuriosité, ouais. Lutte, ça vous parle ou pas? Lutte, droit. Il y a un autre mot que vous ne m'avez pas dit encore. Addiction. Ouais, addiction, on s'en rapproche. Santé. Ça n'a pas été abordé. Alors, très simplement, en fait, pour vous faire un point, il faut imaginer que la prison, pour une fois, c'est l'exact opposé de ce qu'on voit à l'extérieur en termes de prévention et de réduction des risques. D'accord? C'est-à-dire que la prison est un monde de paradoxes, je pense que vous l'avez vécu, c'est de rentrer en prison un peu si vous avez bossé sur des sujets. En termes de prévention, ce qui est autorisé à l'extérieur et ce qui fonctionne à l'extérieur n'est pas mis en place à l'intérieur. Et à l'inverse, ce qui est interdit à l'extérieur, ce qui vous a parfois envoyé en tôle, l'usage de drogue dure, les injections, va être autorisé à l'intérieur. Donc il faut toujours réfléchir avec ce prisme-là, interdit dedans, autorisé dedans, mais pas dehors, enfin, avec ces paradoxes-là qui peuvent être d'ailleurs extrêmement compliqués à comprendre pour quelqu'un qui arrive en prison. Vous êtes usager de drogue, on vous a mis en prison parce que vous étiez usager de drogue, on ne vous accompagne pas pour vous sevrer et on vous laisse vous piquer. Parfois c'est le surveillant qui vous apporte votre dope. Avec ce jeu-là. Donc ça c'est le premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est aussi de toujours réfléchir sous le prisme du management carcéral. Je ne sais pas si on vous a un peu parlé ou pas du tout de cette notion-là de management carcéral, de gestion de la détention, suivant le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire, c'est la manière dont les surveillants et l'administration pénitentiaire va utiliser la détention pour encadrer les détenus. Et pareil, dans ce jeu de j'interdis, j'autorise, on le reverra tout à l'heure sur ce qu'on appelait les parloirs intimes, par exemple, sur les unités de vie familiale. Ok, je suis surveillant, je fais discrètement comme si je n'avais pas entendu que tu faisais l'amour avec ta copine dans le parloir. A l'inverse, tu m'as cassé les burnes hier, tu as tapé sur la porte jusqu'à 3h du matin, je sais que tu es avec ta copine, je vais volontairement rentrer dans le parloir au moment où je sais pertinemment que tu es en train d'avoir un rapport sexuel et je vais te coller 30 jours de mitard. À quel moment j'autorise, à quel moment j'interdis. Ce jeu de management carcéral rentre aussi en compte dans la manière dont, en tant qu'intervenant extérieur, on va faire de la prévention et dans la paix va faire de la répression. Ok? Donc, toujours avoir aussi en tête ce jeu de management.
Et n'oubliez pas qu'on parle souvent des prisons comme étant l'ombre de la République. Ça veut dire qu'on peut ne pas appliquer les lois sur la santé publique en prison, et on verra qu'aujourd'hui c'est le cas. En termes de santé publique, les lois ne sont pas appliquées en France dans nos prisons, contrairement à tous nos engagements internationaux et nos engagements nationaux. A l'inverse, si vous modifiez ce qu'on fait actuellement en prison, que vous allez parler de drogue en prison, que vous évoquez l'idée de mettre des programmes de seringues en prison, vous allez voir que toute l'opinion publique sera au courant que vous en avez parlé. Et vous verrez que les politiques seront tous au courant que vous en avez parlé et feront tout pour que ça ne se fasse pas. Ok ? Voilà, c'est les 3 niveaux auxquels il va falloir qu'on essaie de réfléchir ensemble. Le point de vue personnel, le point de vue des tabous, etc. Le point de vue de management carcéral et le point de vue de l'opinion publique. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait passer d'une gestion aujourd'hui qui est une gestion politique de la question dans le sens le plus triste du terme, c'est-à-dire on se pose les questions de sécurité, on se pose les questions de l'opinion publique, comment est-ce que je gère ça, à une question de santé publique. Parce que je fais partie de ceux qui pensent que le sexe, comme la drogue, comme les prises de risques, c'est des questions qui sont politiques dans le sens où c'est une question de santé publique. Je m'en fous de savoir si le détenu prend une drogue qui est interdite par la loi ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'il va pouvoir se piquer en toute sécurité pour éviter d'avoir une infection, pour éviter de se contaminer, éviter de se blesser. Ok ? Si Lex n'est pas d'accord avec cette position-là, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, on peut débattre, on peut discuter. Vous pouvez me dire qu'il faut les enfermer plus longtemps, que la drogue c'est pas bien. Il n'y a pas de tabou, encore une fois. Ah oui, personnellement, je suis pas usager de drogue non plus, donc je ne pourrais pas vous donner le retour d'un usager sur la gestion de la crise, etc. Par contre, j'ai du sexe, ça je peux un peu mieux gérer, normalement. Alors, si je vous parle de la situation sanitaire, selon vous, on va parler essentiellement du VIH et du VHC, donc l'hépatite C. Combien de personnes en prison, selon vous, sont concernées par le VIH ? En sachant que dans la population française, on a 0,35% des Français qui sont contaminés. 5, 10, ouais, on est en dessous. Ouais, on est autour de un peu moins, on est à 2% de la population carcérale. Et le VHC, selon vous, alors on est à 0,08 dans la population générale. En prison, on serait à combien ? On est à 5%, on est à 4,8%. C'est l'hépatite C, ouais. Ouais, donc pour rappel, VIH, tout le monde voit ce que c'est. VIH, c'est le virus qui après se décline en sida quand on est au stade de la maladie. Ok, VIH, sida, c'est ensemble. L'hépatite C, c'est une maladie qui se transmet par voie sanguine. Pour rappel, hépatite C, il n'y a pas de vaccin. Il y a un vaccin pour l'hépatite A, il y a un vaccin pour l'hépatite B, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C. L'hépatite C est très très fréquente chez les usagers de drogue, puisque effectivement, je prends une seringue, je me pique, je la file à mon voisin, il se pique avec la même seringue, le risque de transmission est énorme. Okay. En sachant que là où le VIH va mourir à l'air libre, le VHC reste très longtemps résistant à l'air libre. VHC, c'est notamment tous ceux qui vont avoir des crises de foie, des problèmes de foie, etc. à ce niveau-là. Donc pour vous faire simple, c'est simple, hein. Le VIH et le VHC en prison est 6 fois supérieur à ce qu'on trouve à l'extérieur. Alors vous l'expliquez comment, cette différence entre extérieur et intérieur? Ouais. Surreprésentation des personnes qui sont usagées de célibataires dans le milieu carcéral. C'est les deux à la fois. C'est à la fois des gens qui vont... Ouais, pardon. Non, vas-y, dis. Moi, si j'ai bien compris, parfois il y a des préservatifs, mais aller prendre un préservatif devant tout le monde, c'est mal vu parce que la prison est soit que des hommes, enfin, c'est des préservatifs. Il y a que des hommes, du coup, tout de suite. On le reverra tout à l'heure, ouais. Pour prendre des capotes, tu as intérêt d'avoir ta copine qui vient pas voir la semaine d'après. Donc tu trouves toujours un alibi, c'est une parade. T'en prends 40. Oui, mais parce que je vois ma copine dans une semaine. C'est costaud, hein, on a un parloir 40, mais voilà, faut trouver des parades, ouais, ça joue. Et sur la différence de représentation, effectivement, c'est à la fois les deux. C'est à la fois des gens qui vont en prison avoir des prises de risques et donc conduire à des contaminations, au VIH ou au VHC. Et à la fois aussi, c'est une image de la population carcérale qu'on enferme. C'est sûr que vous êtes un homme blanc, hétéro, bien installé avec une situation sociale, vous avez moins de chances d'aller en prison qu'une personne migrante, qu'une personne usagère de drogue. Et effectivement, ces personnes-là qui sont précarisées socialement dans la société sont aussi des personnes qui sont dans la société déjà plus infectées que la moyenne. Donc c'est les deux à la fois. C'est à la fois des gens qui vont se contaminer dedans et des gens qui sont contaminés dehors et qui à l'intérieur sont aussi le signe d'une surreprésentation. Alors juste, les chiffres, je ne vais pas vous les donner comme ça parce que ce n'est pas forcément très intéressant, je vous les donnerai par écrit comme je vous le disais tout à l'heure. Il faut bien imaginer que un tiers des personnes qui sont affectées dans les prisons françaises sont déjà en stade sida.
Le stade SIDA, pour vous expliquer, c'est simple. Je suis contaminé aujourd'hui. Pendant à peu près 9 à 11 ans, j'aurai aucun symptôme. Au bout de 9 à 11 ans, je vais avoir mon système immunitaire qui va plonger. Et là, je peux rentrer en stade SIDA. Ça veut dire qu'on parle d'un tiers des détenus en France qui sont dans un stade où leur immunodépression est déjà très avancée, soit parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient infectés, soit parce qu'ils n'ont pas eu accès au traitement. En sachant qu'en prison, on traite à peu près 75% des personnes infectées. Okay. Donc là, on le reverra tout à l'heure, c'est pas tant un problème d'accès aux soins en tant que tel que de suivi du soin, qui est aussi une vraie question, et on verra comment est-ce qu'on assure un suivi entre l'intérieur et l'extérieur. Ah, c'était la question suivante. Alors, est-ce qu'on se dépiste en prison? Ouais, non. Selon vous? Ouais. Il y a une visite médicale à l'entrée. Est-ce que le dépistage fait partie de la visite médicale à l'entrée en prison? Non. Peut-être. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Alors vous verrez, là je vous donne des chiffres bruts. Il y a un vrai problème qu'on a, c'est que déjà on a extrêmement peu d'études sur le sujet des santé des détenus, et alors encore plus quand on parle de drogue. Pour une très bonne raison, je rappelle qu'en France il n'y a pas de drogue. Donc ça règle la question, il n'y a pas de drogue. En prison il n'y a évidemment pas de drogue. Je rappelle quand même que les premiers ministres à reconnaître la drogue en prison c'est 2012. Hein, donc, oui, c'est vrai. L'héroïne est arrivée en 2012 en France, hein, bien sûr. Et on les enferme, non, pas pour la drogue. Ok. Donc, on en parle très peu, évidemment, il faut d'études, et le sexe n'existe pas en prison. Et vu que le sida, c'est le sexe, on ne parle pas non plus de sida. Donc on a très peu d'études, je vous en parlais tout à l'heure, on a en gros 3 grandes études qui nous servent. On a Prévacar, qui a été fait auprès des UXA, donc les unités de soins, qui est du déclaratif. On a Pride, qui est sur les usagers de drogue, et on a Coquelicot, ouais, c'est joli, hein, Coquelicot, tout ça. C'est sur les usagers de drogue en milieu libre, à qui on a demandé s'ils avaient des séjours en prison. Donc, voilà, c'est les 3 grandes études, vous verrez, je les mets dans les notes que je vous enverrai. On a très peu de chiffres, juste pour cette info-là. Pour revenir à l'action du dépistage, il est systématiquement proposé en France lors de votre arrivée. Ouais. Il est proposé dans 98% des établissements, actuellement, en termes de déclaration. Il est très loin d'être systématiquement fait. Ouais. Ce serait mieux si c'était obligatoire, obligé de venir à faire un dépistage. La question est posée. S'il y a une suite après. Ouais, s'il y a une suite. Si le déclin, Ah, est-ce qu'en France, on peut vous obliger à faire un dépistage? Ouais, non. Ça dépend des circonstances. Par exemple, ça joue. Ouais, les joueurs de vélo aussi. Ouais, les cyclistes. Ouais, alors il y a les tests antidopage, ouais. En France, aujourd'hui, on ne peut jamais, en aucune circonstance, vous imposer un test de dépistage au VIH. Jamais. Il y a un ministre de l'Intérieur qui avait voulu imposer ça. J'allais dire, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Un ministre devenu président de la République ensuite. Voilà. Nicolas Sarkozy pour ne pas le nommer. Qui voulait qu'on impose à toutes les personnes placées en garde à vue un dépistage sanguin de force parce qu'il y avait une personne qui avait mordu un policier au moment de sa garde à vue. J'ai une bonne nouvelle pour vous, la salive ne transmet pas le VIH. Hein. Vous pouvez rouler des pelles autant que vous voulez, vous pouvez mordre autant que vous voulez, il n'y a pas de risque. Voilà, le débat est venu à ce moment-là, et toutes les assos étaient montées au créneau en disant on ne peut pas imposer un test de dépistage. C'est quand même juste contre tout le droit français, et ça a des effets très néfastes, c'est-à-dire que ça n'entraînerait pas forcément un suivi beaucoup plus grand. Pas parce que je te force à faire un dépistage que d'ailleurs tu vas rentrer dans un circuit de soins. Donc l'intérêt est très limité. Et il y a plein de gens qui ne font pas leur test de dépistage en entrant en prison. D'un, parce qu'on n'a pas forcément envie de savoir. Deux, parce qu'on ne se sent pas concerné. Trois, parce que si jamais on a un test positif, il faut l'assumer d'ailleurs quand vous êtes en prison, c'est quand même pas évident. Et quatre, le parcours arrivant, je ne sais pas si vous l'avez visité dans vos tôles respectives, c'est quand même juste, le VIH, c'est un quart du 5e, du 8e des questions de santé qu'on vous pose, questions de santé qui sont elles-mêmes un tiers du 25e des parcours arrivants que vous faites. Pour peu que vous soyez placé en préventif, vous sortez de garde à vue, on vous place directement au trou. Effectivement, si on vous dit le test VIH ou VHC, je pense que c'est le cadet de vos soucis. Donc effectivement, on propose systématiquement un dépistage. Il est très peu fait dans certaines prisons, plus dans d'autres, ça dépend. La vraie question serait peut-être le renouvellement du test de dépistage. Aujourd'hui, il y a à peine une prison sur deux qui, en cas de refus initial, propose un renouvellement. Donc en gros, c'est je vous le propose quand vous arrivez, j'estime que j'ai fait mon boulot. Après, bonne soirée, bon courage monsieur, et puis à bientôt.
on en revient là. Hein. On n'a pas vu les mêmes prisons apparemment que ceux qui me parlaient de ça, mais moi j'ai vu des surveillants m'expliquer que jamais ils n'avaient entendu parler de rapport sexuel en prison. D'accord. Là vous souriez bêtement à la grille. Ah oui, marrant, hein. Voilà. Enfin, moi j'étais à Fleury-Mérogis, je peux vous dire que le sexe je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai... Voilà. Donc, après, hein, chacun sa vie. Hein. Les IST, on n'en a pas parlé. Ce nouveau en prison. Existe, n'existe pas Non. Comme le sexe, ça n'existe pas. On n'a quasiment aucun chiffre sur les IST en prison. Là, pour le coup, c'est encore pire que le VHC. On n'a quasiment rien. Les derniers chiffres qu'on avait, en fait, on est parti des études qui étaient menées dans 10 pays différents. C'était une prison par-ci, une prison par-là. On a essayé de dire que ça allait faire des données à peu près générales. On est sur une prévalence des chlamydiés de 6%. On est à moins de 0,05 en population générale. Les gonocoques, les chlamydiés, c'est les jeunes filles, on vous en a parlé, c'est le vaccin, etc., le papillomavirus, etc. Les gonocoques, la chaude-pisse, si je résume un peu grossièrement, 1,5%. Et la syphilis, 0,69%. Okay, donc on a, là encore une fois, voilà. Si on dresse un panneau général de l'état sanitaire en France, c'est catastrophique, on ne va pas vous le cacher. 6 fois plus d'infections qu'à l'extérieur, VIH, VHC, des IST qui explosent et des IST qu'on ne sait pas soigner en prison, le plus souvent. C'est-à-dire que moi je me souviens d'avoir vu un détenu qui m'expliquait qu'il avait des écoulements par la verge, que ça brûlait dès qu'il allait aux toilettes, mais que son rendez-vous à l'UXA était fixé dans 3 mois. Pour celles et ceux qui ont déjà connu une chaude-pisse, si je vous dis d'attendre 3 mois et qu'à chaque fois que vous allez aux toilettes, ça brûle, ça va vous sembler très très long la détention quand même. Hein. C'est pas évident à gérer. Voilà, vous êtes content d'être venu? Wouh, une bonne nouvelle. Ou pas. Bon. La vraie difficulté qu'on a, c'est que les lois disent quoi selon vous sur la santé en prison? Ouais, accès à la santé. Alors déjà, est-ce que c'est récent? Ouais. Je prends l'exemple de nous, vient d'Angers. Ouais. Et chez nous, on a aussi toute une législation sur la santé qui est censée être en vigueur, qui est dans le code pénal, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur. En fait. Et ça fait depuis 2005. Donc voilà, donc les lois ne sont pas appliquées. Je ne sais pas si c'est pas les réponses, mais... Alors selon vous, déjà, ça date de quand l'idée de mettre la santé en prison? Ouais. Je sais pas combien. 1994. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, qui gérait la santé en prison? L'administration pénitentiaire. Ça vous donne envie de vous faire soigner, hein? Ouh. Viens faire une visite médicale. Donc depuis 1994, effectivement, on a appliqué les lois générales de la santé en France, dans les prisons. Et c'est là qu'on a confié notamment aux UXA la charge, donc les unités hospitalières transférées en prison, la charge de tout ce qui va être prévention, dépistage, soins. C'est depuis 1994. C'est quand même relativement récent, hein, on ne va pas se le cacher. Et je vais vous lire quand même ce que disait l'Institut national de veille sanitaire sur l'état de la santé en France dans les prisons. Donc c'était au sujet de l'étude Pride, dont je vous parlais tout à l'heure, qui faisait la première enquête sur la prise en charge des détenus. Cette étude est la première réalisée en France, mettant en évidence un déficit majeur dans l'application des mesures de prévention. Oui, alors, étant la première étude à montrer un déficit, oui, c'est la première étude tout court, donc forcément, c'est la première étude qui montre un déficit. L'étude met clairement en évidence le décalage existant entre les mesures préconisées au plan national et international qui devraient être en vigueur en France et la réalité de nos pratiques quotidiennes. Le message est clair, je pense que c'est dit. Pour vous donner quelques chiffres rapidement, le dépistage est proposé dans 95% des cas, il serait effectué dans moins de 70% des cas. Concrètement, il n'est renouvelé qu'une fois sur 2 dans l'établissement. Les actions de prévention et d'éducation à la santé, on a 75% des médecins en prison qui nous déclarent qu'ils sont favorables à ces mesures et qu'ils les mettent en œuvre. Quand on leur demande au cours des 12 derniers mois combien ils les ont mis en œuvre, on tombe à moins de 30% qui les ont effectivement mis en œuvre. Les préservatifs sont disponibles dans 95% des prisons. Ouais. Et bah, dans 20% des prisons, c'est disponible ailleurs qu'à l'UXA. Donc on en revient au même problème que tout à l'heure, si vous n'avez pas de rendez-vous pour aller à l'infirmerie, vous n'avez pas accès aux capotes. Et alors selon vous, elles sont accessibles d'où quand elles sont accessibles ailleurs que... Alors il y a 2 grands endroits où elles sont accessibles généralement. Non. Dans les toilettes? Non, bah les toilettes sont dans la cellule la plupart du temps, donc ouais. Avec les surveillants? Ouais, alors c'est 2 endroits qui sont tenus par des surveillants. La bibliothèque. Je rappelle quand ils en arrivent, vous devez choisir entre bibliothèque ou aller en promenade.
faut vraiment avoir envie d'être de capote pour prendre ces 2 heures de pause en bibliothèque, bibliothèque et au parloir. Avec un sujet au parloir, quand vous le prenez, c'est que vous la demandez au surveillant. Donc il faut être sur le bon surveillant au bon moment, on retourne sur ces logiques de management carcéral, de comment je gère, assez compliqué. Les centres de dépistage, il n'y a qu'un tiers des maisons d'arrêt en France qui font appel à des centres de dépistage extérieurs, donc des gens spécialisés dans le dépistage, pour les mener dans les prisons. Les associations interviennent dans moins d'un quart des établissements, aujourd'hui en France. Et alors vous êtes à d'être une bonne asso, hein, parce que si vous parlez un peu de trop de drogue et que ça ne le fait pas, vous faites dégager. Aide s'est fait dégager d'une dizaine de prisons comme ça. Les consultations spécialisées, 55% des prisons seulement en proposent. Donc je suis médecin généraliste ou médecin urgentiste, je suis affecté à la prison de Fleury-Mérogis. Je reçois un patient séropositif, ouais. Alors, le VIH a été un semestre en 6e année de médecine. Bonjour monsieur, ça va? Vous êtes en forme? Fatigué? Non? Voilà. Or, on sait aujourd'hui, et les études le montrent, on a une étude de 2005 qui le révèle, que la prise en charge effective d'une personne séropositive passe nécessairement par des soins spécialisés. Moins d'1 sur 2 dans les prisons aujourd'hui en France, pour le VIH. Je sens que je vais vous déprimer, mais alors un truc de ouf. Promis, c'est le dernier mauvais chiffre. À la sortie, ça se passe comment selon vous? Je vous ai dépisté en prison, ou je vous ai un peu suivi en prison. Comment ça se passe à la sortie? Est-ce que je peux voir à la sortie ou pas? Sommaire, ouais. Il y a moins d'une prison sur 2 qui prévoit la sortie. Alors pour la sortie, je ne demande pas forcément qu'on amène le détenu à l'hôpital. Hein. Juste de lui rappeler qu'il a un dossier, de transférer le dossier, etc. Moins d'une prison sur 2 le fait. Je rappelle que la PTSA de 2009 prévoit un rendez-vous de sortie. Je ne sais pas si vous l'avez beaucoup vu, la loi de 2009, elle va être beaucoup évoquée. Hein. C'est la grande loi pénitentiaire qui a beaucoup changé les choses, ou pas, mais qui prévoit normalement un rendez-vous de sortie pour assurer une continuité. Aujourd'hui, on ne l'a pas. D'accord? Je les ai déprimés, les pauvres. Oh, ça va? C'est quand même pas trop triste? Ok, on va parler de sexe. Ça va mieux? Ouais! Selon vous, quels sont les freins à la prévention en matière de sexualité en prison? Ce qui bloque la prévention. Ouais, le sexe est interdit. C'est nécessairement du sexe homosexuel. Ouais. Donc c'est un énorme tabou. Enfin, avec les idéaux machistes qui sont courants en prison, ça demande d'assumer une situation qui n'est pas du tout confortable en tout. Assumer l'homosexualité, ouais. Avec le culte du corps, le culte de la virilité, ouais. Est-ce que vous voyez autre chose dans les grands tabous? Là? C'est-à-dire? Peut-être que si un détenu demande des préservatifs, peut-être le voisin n'est pas forcément pédophile, mais je veux dire dans une autre catégorie. La peur d'être vu comme un pointeur, donc un élégant sexuel. Ouais. Je sais pas, mais il faudra des prostituées. Faire entrer des prostituées en prison, du coup? Enfin, voilà, mais ceux qui n'ont pas de femme, qui n'ont pas. Il faut comment. Alors, 2 points. D'un, on a des prostituées en prison. Hein. Alors, pas parce qu'elles rentrent pour faire plaisir aux détenus, parce qu'elles ont été enfermées au titre de la prostitution. Donc, on en a. Et il y a un système de prostitution en prison. Très très fort, très développé, qui est totalement tabou. Mais c'est... ok, d'accord, tu acceptes de te soumettre. Pour 3 paquets de clopes, tu me fais une pipe. Ce qui est une forme de prostitution. On a beaucoup. Et sur la question de faire rentrer des prostituées en prison, je vous rappelle qu'officiellement en France, la prostitution est autorisée. Rien n'interdit la prostitution en France. Par contre, on interdit d'être client de prostituées en France. Donc l'État qui vient de faire passer la pénalisation des clients s'ils faisaient rentrer des prostituées en prison, l'État proxénète, ce serait quand même très drôle. C'est un grand slogan des associations prostituées qui disent « vous me taxez mes revenus quand en tant que prostituée je déclare mes revenus, vous me taxez dessus, donc vous êtes proxénète ». Mais le manque de temps est une question aussi sur la prévention. Le sexe est interdit, il est caché, du coup on va le faire plus rapidement, on va prendre moins soin de soi. L'estime de soi, pas tant par rapport à l'image qu'on renvoie aux autres en ayant des rapports homosexuels, etc., qui est une vraie problématique, mais aussi en prison je n'ai plus d'image de moi-même, je n'ai plus d'estime de moi. Bah, du coup je prends moins attention à moi, je prends moins de précautions, je prends plus de risques.
C'est aussi un des freins qu'il faut lever. Donc je sais que quand on fait des interventions, on passe un gros moment avec les gens à dire vous êtes quelqu'un. Oui, vous avez une vie, vous êtes une personne, vous avez un droit à la santé. Les gens sont tellement dévalorisés qu'ils ne pensent même plus à ça. Et pour celles et ceux d'entre vous qui interviennent principalement en maison d'arrêt, vous l'avez peut-être déjà vécu, vous n'avez jamais eu des détenus qui étaient perdus quand vous leur demandiez, quand vous leur posiez une question sur ce qu'ils voulaient faire ou ce qu'ils voulaient être, etc. Cette incapacité complète à prendre une décision. Si vous êtes en prison, de manière très simple, on vous dit à quelle heure vous levez, on vous dit quoi manger, on vous dit à quelle heure vous couchez, on vous ouvre toutes les portes, vous n'ouvrez plus une seule porte. Vous n'avez à aucun moment de décision à prendre par vous-même. C'est extrêmement difficile. Et du coup, quand vous êtes dans un rapport intime, prise de drogue ou rapport sexuel, bah, ça vous demande de reprendre vous-même le contrôle de votre vie. Ce qui peut être extrêmement compliqué pour beaucoup de prisonniers. Ou prisonnières, hein, c'est un différencié. Donc c'est aussi un des freins qu'on va avoir. Et après, on retombe sur le management carcéral, évidemment, le surveillant qui vous laisse faire une fois, qui ne vous laisse pas faire la deuxième fois, comment est-ce qu'on gère, etc. Je peux vous assurer que quand vous arrivez à Fleury-Mérogis, le 24 décembre, pour aller voir des mineurs roumaines, et que vous avez un carton de 500 préservatifs, 4 gottes Durex, des dosettes de gel et un manège à bites, vous restez un moment à la porte d'entrée. Vous pouvez tout sortir, bien sûr, vous sortez tout, hein, bonjour, bonjour, avec les familles à côté, évidemment, là. Il faut aussi avoir le personnel avec soi. On en a tout à l'heure, l'une des clés de la réussite de toute action de prévention en prison, c'est d'avoir l'administration avec soi, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas aller contre l'administration, vous ne pourrez pas. Elle est maîtresse dans sa maison, vous ne pourrez pas. Et d'avoir les soignants avec vous. C'est l'une des clés, sinon vous ne rentrez pas. Est-ce que vous savez ce que sont les UVF? Unité de vie familiale, ouais. On voit ce que c'est ou pas trop? En gros. Ouais. Je crois que c'est une sorte de cellule familiale de 6 à 72 heures Mhm. en fonction de l'attitude du détenu, de son évolution, de son incarcération. Ouais. D'autres veulent compléter sur ce que ça leur évoque? Qui fasse intervenir et le détenu et la famille, et tout qui soit signé par la famille, c'est ce qui arrive. Ouais. Et il y a des horaires, comme ça peut être des nuits aussi. Du coup, ils sont en ligne restrictive de personnes qui peuvent venir. Ils sont sécurisés par la famille. Ouais. C'est pas surveillé aussi. Il y a une espèce de téléphone à l'entrée, contacter le gars. Mhm. Ouais. Le détenu doit payer pour avoir accès à ça. C'est pas toujours gratuit. Il y a des établissements où c'est gratuit. C'est pas gratuit. Mais c'est pas pécunier. Après, c'est une deal contre autre chose. Ok, je ne foutrai pas le bordel pendant 3 mois. Mais... Donc, les unités de vie familiale, pour explication, c'est toujours dans l'enceinte de la prison, mais pas dans le bâtiment principal, ou dans les bâtiments principaux, une sorte de, je ne peux pas dire une petite maison, ce serait quand même faux, une pièce. Généralement peinte en pastel, quasiment tout le même modèle. Hein. Vous avez un mur vert, un mur rose, c'est assez joli, hein, ça vaut le détour, où vous allez avoir la possibilité de vous y rendre, soit une demi-journée, soit jusqu'à 2 jours et demi, avec de la famille. Donc ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être vos enfants, et ça peut être un espace d'intimité. Le surveillant peut rentrer à n'importe quel moment. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ça reste dans l'enceinte de la prison. La sécurité est l'objectif premier de l'administration pénitentiaire. Il peut rentrer quand il veut, sans se prévenir, sans rien. Dans les faits, c'est quand même assez rare qu'il le fasse, dans une unité familiale, mais ça peut exister. D'après vous, il y en a combien en France, des unités de vie familiale? Pour rappel, on a 188 prisons. Hein. 46, 10, entre les deux, on est à 36. Voilà. 36 sur 188. Je vous rappelle que quand vous êtes condamné à une peine de prison, vous êtes condamné à la privation de la liberté d'aller et venir. Hein. Il n'y a aucun juge qui a dit je te condamne à ne pas avoir de rapport sexuel ou à ne pas avoir ta famille. 36 unités de vie familiale. Si vous ne pouvez pas aller en UVF, parce qu'il n'y en a pas dans votre prison, vous faites comment? Est-ce que le sexe au parloir existe? Ouais. Le sexe au parloir. C'est délicat parce que, comme les temps sont ouverts, il y a aussi du viol en parloir qui sont un moment où on va ne pas avoir, on n'a même pas de désir ensemble, le contexte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent par le viol en parloir parce que c'est rapide, Mais celles qui sont venues, j'ai pas compris qui sont venues en parloir. Parce que c'est un parloir fait exprès pour
parloir ronde. Non, en fait, quand tu vas en parloir dans un classique, donc ça dépend des personnes que vous êtes, hein, parce qu'il y a différents types de parloirs. Il y en a où c'est chacun dans une pièce, d'autres comme à Friends, c'est dans des cabines où vous êtes les uns à côté des autres. Et tu peux avoir un rapport sexuel dans ces parloirs-là. D'accord ? Ouais, il faut quitter l'image du parloir à l'américaine où c'est des tables rondes avec dans une seule pièce où tout le monde circule autour. Hein. C'est pas là qu'on a du sexe. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est comme ça que ça se passe. C'est quand même un minimum isolé à chaque fois. Et donc tu peux avoir un rapport sexuel à ce moment-là. Et il y a certaines femmes, ou certains hommes, hein, ça peut arriver aussi dans le sens inverse, hein, qui viennent témoigner de ce qu'on appelle des viols de parloir. C'est-à-dire qu'elles sont venues là pour voir leur compagnon ou leur compagne, ou ils sont venus voir leur compagnon ou leur compagne, et le désir de la personne qui vient de voir est tellement fort qu'il y a un rapport sexuel non consenti des deux côtés. C'est soit un viol concret, où je te tiens physiquement et je te force à avoir un rapport sexuel, soit quelque chose qui est un peu plus insidieux, qui est je te fais comprendre que là j'ai envie, toi t'as pas envie, mais tu te forces pour me faire plaisir à moi, parce que c'est moi qui suis emprisonné, c'est moi qui souffre. Donc tu te soumets à ma volonté. Donc c'est une réalité aussi. Et il y a aussi des cas, en fait vous verrez beaucoup de détenus quand vous leur en parlez sur la question des parloirs intimes, c'est ça qu'on appelle les parloirs intimes, hein, c'est le moment où on essaie de pitcher. Il y a tout un système d'organisation, c'est-à-dire que vous savez que vous mettez à la fin de l'attente des parloirs pour avoir un rapport sexuel. Comme ça vous êtes plus intime que ceux qui sont au début où il y a les bureaux de surveillants qui est à côté. Vous devriez comme ça. Vous avez des surveillants qui volontairement vont détourner le regard, qui savent très bien ce qui se passe, mais qui, poliment, font semblant. Ouais. J'avais une question que vous appelez parloir intime, c'est une pièce spécialement pour ça, parce que chez nous c'est comme ça. Pas chez nous. Je sais pas si tout le monde a droit, mais c'est une pièce avec un lit, etc. Alors que nous, les parloirs intimes, c'est vraiment quand c'est une pratique plus qu'une salle instituée. Je suis dans une salle de parloir et j'en profite. Ah ok, c'est pas tout pour Voilà. Ah, c'est très différent du système belge où vous avez vraiment des parloirs intimes qui sont réservés, où on peut avoir un rapport sexuel et c'est connu, c'est su, ça se cache. En France, le parloir est beaucoup plus sexe à la sauvette. Ah ok. C'est une fellation de fait discrètement, c'est je te touche en dessous de la table et je pense que ça ne sent pas. C'est parce que chez nous, je prends l'exemple d'une prison, le parloir, c'est vraiment un système plus à l'américaine. Ouais. Où ils sont tous ensemble, avec un élément pour les enfants, etc. Et quand ils sont derrière une vitre dans un parloir, c'est parce qu'ils sont punis, quoi, en fait. Alors nous, c'est que les prisons avec des hygiaphones, c'est assez rare en France. Faut être détenu particulièrement signalé pour être soumis à ce régime-là. Après, on a des parloirs avec des murets. Hein. Après, il y a un mur. Dans certains bâtiments, entre la personne entre les deux personnes. Avoir un rapport sexuel avec un mur au milieu, c'est pas évident, hein. On entend bien. Et puis autant vous dire que vous asseyez pas sur le muret en mode allez. Un peu compliqué quand on va être discret. Et normalement ils sont interdits, hein, les murets du reste. Mais en fait, tu vas avoir à la fois des parloirs qui sont des salles fermées en France, classiques, qui sont pas des parloirs intimes, hein, qui sont des parloirs de prison. Et tu as des parloirs où c'est littéralement des petites cabanes, les unes à côté des autres, ouvertes sur le couloir. Donc je suis protégé parce que celui qui est dans le parloir d'à côté ne me voit pas. Par contre, il entend absolument tout ce que je dis, ce que je fais. Et donc Fred, on a beaucoup de témoignages de détenus qui expliquent qu'ils savent exactement ce qui se passe à côté, ce qui peut être gênant pour eux. Hein. Ça crée aussi des vraies frustrations, des vraies colères. Celui qui n'a pas de copine ou qui n'a pas de copain et qui entend sur le pote d'à côté forniquer pendant 10 minutes de parloir, il est un peu là. Celui qui reçoit ses parents, qui reçoit ses enfants, qui est aussi très mal à l'aise par rapport à ça. On crée des tensions très fortes, des tensions là-dessus, qui peuvent dégénérer. Hein. Ouais. Oui, justement, parce que je comprends pas s'ils doivent avoir des parloirs où il y a plusieurs personnes en même temps qui sont dans la même salle, et là, ils feraient quand même. Ah bah, on a des témoignages sur des parloirs où ils sont ensemble. Et oui, ils font quand même, ouais. Alors après, un rapport sexuel, encore une fois, il faut quitter l'image du rapport sexuel comme étant je prends le temps de me déshabiller, je mets ma liste d'avis sans fond, et je mets des bougies, et on s'allonge. Non. Un rapport sexuel, c'est littéralement la personne en face qui arrive, qui n'a pas mis de sous-vêtements, et je glisse la main en dessous de la table. C'est je te masturbe discrètement pendant que je saute au-dessus. C'est j'ai échappé quelque chose, je viens de faire une fellation très discrètement, tant qu'on peut être discret dans ces cas-là. C'est aussi du sexe comme ça. Dans les parloirs, quand c'est un peu plus intime, c'est des rapports sexuels avec pénétration, vaginale ou anale. Et on a des enfants parloirs, hein. Des bébés parloirs, ça existe, hein. Des femmes qui sont enceintes lors des parloirs, y compris les femmes détenues. Autant vous dire que ça rend l'administration pénitentiaire folle. Madame est enfermée depuis 2 ans, madame est enceinte. 2 hypothèses. Un surveillant. Pas la mieux vécue. Le compagnon. Oui, alors je ne vous cache pas, je ne l'aborderai pas du tout aujourd'hui, mais le rapport entre personnel pénitentiaire et personnel détenu, personne détenue, est extrêmement compliqué.
Officiellement, il n'y a pas de rapport sexuel entre les deux. Officiellement, le directeur de la prison de Versailles, qui a eu un rapport sexuel et une histoire d'amour avec la jeune fille du gang des barbares, je ne sais pas si tout le monde se souvient de l'histoire du gang des barbares, un gang qui a kidnappé un jeune juif pour lui soutirer de l'argent et qui l'a assassiné, et il y avait une fille qui servait d'appât. Cette jeune fille est tombée amoureuse de son directeur de prison qui est tombé amoureux d'elle. Ils ont eu une histoire intime en prison. Officiellement, c'est la seule histoire qu'il existe dans l'histoire de la prison française, entre un personnel pénitentiaire et un ou une détenue. Il y avait un directeur qui a été condamné il y a quelques... Bah c'est lui. Non, c'est celui de Versailles. Non, qui profitait de sa position pour avoir des... Ah oui, lui qui violait, ouais. 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 Là pour le coup c'était carrément des cas de viol avérés. Je te libérerai plus tôt si... Oui, alors tu n'as pas le pouvoir de la libérer. Ouais. Et sinon, dans les cellules, enfin dans les salles, ils sont que deux, enfin, Ouais. Est-ce qu'il y a quand même une manière de surveillance? Alors, il y en a parfois. Pas toujours. Dans beaucoup de prisons, tu n'as pas de caméra parce que tu n'as pas les moyens d'en mettre. Donc tu as juste un surveillant qui fait une ronde. Et c'est ça que je disais que le surveillant détourne le regard, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu as forcément un hublot dans ces pièces-là, où tu vois l'intérieur, et tu as des surveillants qui te disent je reviens dans 10 minutes. Parce que tout le monde comprend comme étant le message de vas-y, dans 10 minutes, je ne regarderai pas ce que tu fais. Voilà. C'est partie des choses avec lesquelles il faut dealer aussi. Donc les unités du familial, autant vous dire que ça n'existe pas, et il y a toute une part qui est la part de tabou. Alors on a très peu d'études sur la sexualité en prison, je ne vous le cache pas non plus, ouais on a très peu d'études, ça va être ma phrase de la journée, on a très peu d'études, donc s'il y a des statisticiens parmi vous, des démographes, etc., lancez-vous, des sociologues, on a besoin d'études en prison. On sait que les détenus ont des rapports sexuels en prison, de la masturbation, la thé d'oreiller que vous remplissez de pâtes à peu près tièdes, et avec laquelle vous allez forniquer pendant 10 minutes, 20 minutes, et les rapports entre détenus. Ne croyez pas que c'est moins tabou chez les femmes. L'homosexualité féminine, qu'elle soit passagère, ou qu'elle soit de circonstance, ou qu'elle soit de fait, reste aussi tabou que chez les hommes. Donc, évidemment, chez les hommes, il y a le côté viril, etc. Chez les femmes, c'est le même problème. Et alors, en plus, chez les femmes, c'est encore moins bien géré par l'administration pénitentiaire, qui a peur qu'il y ait des couples qui se créent, etc. Bon. En sachant que maintenant, si vous êtes en couple, vous pouvez très bien vivre ensemble dans la même cellule, en prison. Pour rappel. Donc, il y a des cas de couples homosexuels qui sont ensemble dans leur prison. Là, je ne vous parle même pas non plus des problèmes quand vous avez deux détenus dans la même prison. Madame à la maison d'arrêt des femmes, monsieur à la maison d'arrêt des hommes. Vous essayerez d'obtenir une unité du familial dans ces cas-là. Vous allez attendre 5 ans, voire 6. Donc la Brève a vraiment ces problèmes-là qui sont à la fois l'image des gens sur eux-mêmes, les tabous. C'est extrêmement tabou de parler de sexualité en prison. Ça se fait mais on ne le dit pas. Et les difficultés des conditions de détention. Ok. On verra tout à l'heure comment nous on est intervenu en prison avec Solidarité Sida, parce qu'on a fait une action à Fleury-Mérogis et on la renouvelle régulièrement. Et j'essaierai de vous donner quelques pistes si jamais vous êtes intéressé pour faire la même chose, sur comment est-ce qu'on peut utilement apporter de la prévention en prison. Sans passer pour un vieux con qui vient parler de cul et qui vous dire qu'il faut mettre une capote. Ce qui n'est pas tout à fait l'idée. Donc ça c'est le sexe. Si on parle sur les drogues, sur lesquelles je voulais faire un petit peu plus un gros focus. Alors, drogue et prison. On va exclure le cannabis d'entrée. Non pas parce que je pense que c'est mal ou quoi qu'est-ce, mais parce que je vous apprendrai pas qu'il y a du cannabis qui tourne en prison. Surprise. Vous savez, je le sais. Qu'on laisse les détenus fumer parce que ça permet de les calmer, que comme ça ils sont moins agités, etc. Donc, je ne pas la question. Je parlerai uniquement des drogues, entre guillemets, dites dures. Alors, je ne suis pas fan du terme drogue dure, drogue douce, mais voilà. Vous connaissez quoi comme type de drogue qu'on peut utiliser en prison? L'héro, ouais. Crack. Le crack, c'est la drogue du pauvre, donc on va être très clair. Hyper addictif, pourri pour la santé, mais qui coûte pas cher. Alors, vous me parlez tous de drogues hyper connues comme étant des drogues. Il y a autre chose qu'ils peuvent utiliser, ouais. La cocaïne, un peu aussi. L'alcool. L'usage de l'alcool. La cigarette, ouais. Et alors, les médicaments. Ne sous-estimez pas l'usage de médicaments comme drogue. Par exemple, si je prends un gars que je connais un peu, qui est Fleury-Mérogis, le quartier mineur, vous aurez beaucoup de mal à trouver, au moment des fouilles de cellules, du crack ou trouver de l'héro. Par contre, vous allez trouver des paquets de médicaments
assez impressionnants. Ils sont mieux fournis que la pharmacie de mon village, quoi. Il y a aussi cette question-là qui rentre en jeu. Sur qui fournit, ouais. Mais là, quand vous parlez de médicaments, c'est tout type de médicaments, c'est les traitements de substitution, C'est un peu des deux. Beaucoup de traitements de substitution qui vont réussir à choper, et aussi des médicaments qui vont détourner de leur usage. Si je te donne un cachet d'aspirine, ça ne fait pas beaucoup d'effet. Je te donne de la codéine qui est un peu plus puissante, et que au lieu de te donner un médicament, bah, tu dis que tu as mal, bah, chaque jour je t'en donne un médicament, tu le gardes, à la fin tu as un beau tas de codéine. Ça te donne un bon shoot. L'idée, quand nous on parle de drogue en prison, c'est absolument pas de venir juger la pratique de drogue. Moi, quand je fais des interventions sur le sujet, je suis pas là pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de prendre de la drogue. C'est pas mon taf, clairement. Je suis pas à leur place, donc c'est pas moi qui dois arrêter ou ne pas arrêter. Et surtout, quand vous parlez avec les gens de leur réalité, la drogue c'est le seul moyen pour eux d'échapper à la détention. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que c'est une difficulté atroce de vivre en prison, je ne vous surprendrai pas en disant que les conditions de détention sont extrêmement dures. La drogue c'est le seul moyen pour eux de se libérer à un moment. Okay. Donc c'est aussi pour ça que vous avez beaucoup de surveillants ou de prisons qu'on va tolérer l'usage de drogue. Tout simplement. On va le laisser prendre. En disant, je ferme les yeux. Ouais. Et du coup, par rapport aux traitements de substitution, je pense que la méthadone, c'est comment? Alors, selon vous, est-ce que c'est beaucoup pris ou pas en prison? Les traitements de substitution. Est-ce qu'on en parle beaucoup en prison? Alors, combien de détenus seraient concernés? Ouais. Le juge peut assortir sa peine de prison d'une obligation de soins. Alors il y a une vraie difficulté, c'est que quand c'est donné en milieu fermé, donc en prison, je te condamne à 5 ans de prison plus obligation de soins en prison, il faut te mettre dans une prison où tu peux suivre l'obligation de soins. C'est pas évident. Mais officiellement on peut imposer, ouais. Il y a moins de 10% des détenus qui suivent un traitement de substitution. Sur les médicaments, là, tu as marqué sevrage automatique. C'est proposé systématiquement. Jamais imposé. Alors avec une vraie difficulté aussi, c'est que vous avez donc moins de 10% des détenus qui sont sous sevrage, vous avez à peu près un quart des soignants qui vous disent qu'ils ne mettront pas une personne entrante sous sevrage. Donc ils sont d'accord pour continuer un sevrage qui a commencé à l'extérieur, mais ils vont refuser de donner un traitement de substitution. Ah, mais donner un traitement de substitution et un sevrage, C'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, généralement les soignants sont assez opposés au sevrage, à fortiori en détention. C'est aussi pour ça qu'on laisse beaucoup d'alcool passer en prison. Parce que si jamais je vous arrête l'alcool du jour au lendemain, vous pouvez être sûr que vous avez 80% de chances de mourir. Si je ne vous accompagne pas, vous êtes mort. Et les soignants ne sont pas là pour accompagner sur les sevrages. Ils n'ont pas la formation pour. Donc pour eux, vraiment la dualité, c'est TSO, traitement de substitution aux opiacés. L'alcool, il laisse passer. Ou je ne fais rien. Le TSO, pour info, c'est le Subutex par exemple. Pour ceux qui vont peut-être un peu mieux. Au-delà du bouquin de Virginie Despentes qui est très bon, c'est aussi un médicament. Qui tourne aussi du coup en prison. Donc voilà, les TSO, moins de 10% des détenus concernés et un quart des soignants qui vous diront jamais je le donnerai si la personne n'est pas déjà sous traitement avant. Pourquoi d'après vous est-ce qu'ils refusent de le donner? Qu'est-ce qui peut les freiner dans le fait de le donner? Ouais. Alors ça freine plus l'administration pénitentiaire que les soignants eux-mêmes. Parce que je vous rassure, il y a des soignants qui passent dans cellule en cellule en regardant que vous avez bien votre cachet. Hein. Un peu à l'ancienne, qui vous donnent le cachet, qui vous font lever la langue, ouais voilà. C'est très cliché mais ça existe. Hein. Alors qu'est-ce qui pourrait bloquer plus que ça? Ouais, alors c'est moins ça, parce que ça pour le coup, pour se suicider au Subutex, faut peut-être sauver pendant 3 mois. On fait un trafic. Ouais, il y a le risque de trafic. Il y a le suivi, tout simplement. C'est-à-dire que si je vous donne juste votre médoc tous les jours, et que derrière, j'ai pas d'accompagnement psychologique, j'ai pas d'accompagnement sanitaire et social, ça n'a absolument aucun effet. Encore une fois, quand le délai moyen d'attente pour avoir un rendez-vous médical est de 6 semaines, je suis pas compétent pour le faire. Quand j'ai pas d'unité spécialisée au sein de ma prison qui peuvent soigner des usagers de drogue, je vais pas vous mettre ce traitement parce que je sais pas faire. Ouais. Moi, il me semblait que depuis 2011, il y avait des XAPA, référents carcérales, justement, exprès spécialisés dans les addictions pour intervenir en prison. Et il me semblait qu'il y en avait en Ile-de-France. Ah, il y en a en Ile-de-France. On est la région la mieux dotée. Ile-de-France et PACA. Tu es enfermé dans le Limousin,
qui est moins bien barré. Et en Ile-de-France, c'est pas dans toutes les prisons. Donc ce qu'on fait généralement quand on a des vrais problèmes d'usage de drogue très lourds à traiter, on le transfère. Dans la prison, il y a un référent. Mais officiellement, depuis 2011, c'est obligatoire dans toutes les prisons. Hein. Malheureusement, c'est pas encore appliqué. C'est sorti de l'idée. Donc ouais, donc si jamais on n'a pas de traitement, bon, ok, vous vous piquez en prison, d'après vous, c'est quoi la prévention préconisée aujourd'hui par l'administration pénitentiaire en prison pour les injecteurs de drogue? L'administration pénitentiaire. Je suis directeur d'établissement, je veux que vous vous piquiez proprement. Qu'est-ce que je fais? Des affiches. Des affiches, ouais. Des seringues. Est-ce qu'on peut distribuer des seringues en France en prison? Est-ce qu'on peut distribuer des seringues en France en dehors de la prison? Depuis quand? Depuis 87. En France, depuis 1987, on peut distribuer des seringues dans les pharmacies. Alors on a commencé par les vendre librement et gratuitement, et depuis on les distribue. Aujourd'hui, alors même que la loi 94 dit on a le droit à une santé égale à l'extérieur, à l'intérieur, alors qu'on l'a réaffirmé en 2009, alors qu'en 2016 on a redit que la réduction des risques était un objectif de la prison, on n'a pas le droit de donner une seringue en prison. On verra tout à l'heure, je ferai un focus sur les programmes d'échange de seringues. On en est très loin, hein, je vais les donner. Comment on fait une seringue en prison quand on n'a pas de seringue? Un stylo. Donc c'est stylo, aiguille, généralement à coudre que vous avez chopé quelque part, et en avant la musique, c'est parti. Pour info, c'est la même méthode que pour les tatouages. Hein. Tatouage, c'est à peu près le même système. Hein. J'enlève l'encre du stylo, je la retourne et je tatoue. Ouais. Qu'est-ce qui freine le fait qu'on ne donne pas d'aiguille en prison et qu'on en donne à l'extérieur? Quelle est la différence finalement? Alors, selon vous, quelle est la différence entre extérieur et intérieur? La distribution de seringues. Ah ben officiellement, il n'y a pas de drogue d'or non plus, hein, si on écoute le gouvernement français. Hein. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'on admet que de la drogue en prison, et ça, l'administration pénitentiaire ne peut pas le reconnaître. Et il y a un deuxième point. C'est pour des traitements aussi, la seringue. C'est la sécurité. On verra tout à l'heure que c'est l'idée fausse par excellence. Sur tous les pays qui ont mis en place des programmes d'échange de seringues en prison, on n'a jamais eu un seul cas. Et je dis bien pas ça, et c'est pas faute d'avoir cherché. Les opposants, je peux vous assurer qu'à pénitentiaire, ils bossent dessus. Le premier cas, ils le sauront. Hein. On n'a jamais eu un seul détenu qui a agressé un surveillant ou une surveillante avec une seringue. Ce n'est jamais arrivé. Donc en France, je suis directeur d'établissement, je sais qu'il y a des seringues qui tournent avec des stylos et des aiguilles. Comment est-ce que je fais pour assurer la prévention? Ça s'appelle de l'eau de Javel. Vous demanderez, si vous avez l'occasion avec les prisonniers qui vous discutez, tous les 15 jours, ils reçoivent un petit kit d'eau de Javel. Alors, les 3 quarts des détenus n'ont aucune idée de la raison pour laquelle on leur fait l'eau de Javel. Hein. Ça ne leur est jamais expliqué. L'eau de Javel, c'est ni plus ni moins que pour désinfecter vos seringues. Alors, ça, c'est la taille de l'eau de Javel que je vous donne pour 15 jours. Puissant. Pour info, pour que la Javel soit efficace pour désinfecter une seringue, il faut qu'elle soit fortement dosée, ce qui n'est pas le cas en France. Il faut que vous commenciez par laver la seringue à l'eau, vous tirez de l'eau, vous lavez, 3 fois de la Javel, vous secouez, vous remettez de l'eau. Ah non, 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 ça ne l'aurait jamais expliqué. C'est l'un des gros déficits d'information en France, c'est-à-dire que oui, on a mis en place de la Javel parce qu'on estime que c'est le moindre risque, on n'a jamais expliqué comment faire. Mais le but, c'est pas non plus de leur expliquer comment faire, c'est plutôt de les aider à sortir de ça, à les accompagner. Le but, c'est pas de leur apprendre à expliquer à eux. Oui, mais c'est quand même de les accompagner pour qu'ils s'en sortent et qu'ils arrivent à s'en détacher. S'il n'y a pas cette demande, tu vas pas les obliger à savoir. Ah non, c'est pas les obliger, mais leur expliquer comment. Ouais. C'est comme Non, mais t'as raison. en festival. Au lieu de quelqu'un qui s'appelle propre banque, qui va prendre un billet banque qui dégueulasse. Les kits roule tapette, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est des espèces de bloc-notes de post-it. On vous donne, vous roulez, vous pouvez sniffer ce que vous voulez sniffer, de la coque, autre chose, un peu plus propre. Il y a un principe de pragmatisme, qui est celui que moi j'applique en prévention, qui est de dire, ouais, il y a de la drogue en prison, il y a des jets de drogue. Moi, quand je vais en détention, ça m'arrive d'expliquer à un détenu, très clairement, comment est-ce qu'on fait pour se piquer. Et j'ai déjà fait ça, de dire, bah ouais, la seringue c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Attention, évite de te piquer là, pique-toi plutôt là, etc. Parce que je sais que dans tous les cas, il va le faire. Oui, non, mais ça, je suis d'accord.
Il faudra un accompagnement, c'est là où c'est le. Ah ben, il faudrait de la santé en prison. Ouais. Pour la réinsertion après. En sachant que, pour info, sur les détenus qui ont, donc dans l'enquête Coquelicot, qui disent avoir fait un séjour en prison, 75% des détenus interrogés qui ont fait un séjour en prison disent partager leur seringue. Avec le risque de VHC énorme qu'on connaît. Alors, les stylos, ça se cantine très facilement. Les aiguilles, c'est même pas cette taille-là. Pour le coup, c'est facile à faire rentrer en prison. Si on arrive à coffrer des PlayStation, coffrer, c'est faire rentrer de manière illégale en utilisant son corps. Voilà, si on arrive à coffrer une PlayStation, une aiguille, ça sort. Ce sera le thème de mon deuxième atelier l'année prochaine. Comment coffrer une PlayStation discrètement. Ah, ça impressionne, hein. Ah bah du coup, la drogue, c'est nécessaire. Dans ces cas-là, il faut pas oublier, il la faut un peu. Donc effectivement, pour l'instant, la seule chose qu'on utilise, c'est de l'eau de Javel. Voilà, c'est ça. La prévention aujourd'hui de l'usage de drogue en prison, c'est de l'eau de Javel, dont l'OMS a dit très clairement en 2005 que ce n'était pas efficace contre le VHC. Donc la France, qui sait très bien que l'eau de Javel n'est pas efficace pour désinfecter les produits, donne de l'eau de Javel. Ouais. Enfin, avec leur côté complètement schizophrène, comment ils justifient le fait qu'ils distribuent de l'eau de Javel? Ah ben c'est pas pour les seringues, il faut bien que tu nettoies ta cellule. Ah bah attends, et vous êtes 3 dans la cellule, hein. Chacun fait son petit centimètre carré et... Ah oui, non, ils ont besoin de le justifier, t'inquiète. Hein. Alors il y a des détenus qui lavent vraiment leur cellule avec. Hein. Mais, et là, je vous parle des risques de transmission d'infection. Vous avez aussi tous les risques liés à l'injection. Les abcès, les blessures, les plaies cutanées. Vous n'avez qu'une seule seringue. Vous allez la garder le plus longtemps possible. Vous allez la limer sur le bord de votre fenêtre. Vous allez la limer sur le bord des toilettes. Vous n'avez pas d'eau pour distiller votre produit. Vous allez prendre l'eau des toilettes pour distiller votre produit. Si vous distillez pas assez parce que vous avez peur de vous faire choper par votre surveillant, il y a des produits qu'il faut brûler. Donc avec de l'eau et vous les faites fondre dans l'eau. Si vous avez un peu peur de vous faire choper, que vous le faites vite, vous laissez des morceaux dedans. Vous vous injectez un morceau. La veine, elle kiffe pas. Hein. Un petit truc qui bloque un peu, c'est pas top. Alors, autant vous dire que quand vous allez voir le médecin pour dire je crois que j'ai un abcès, faut oser dire que vous avez un abcès. Parce que du coup, ça veut dire tout de suite que vous êtes usagé de drogue par voie intraveineuse, ce qui n'est pas énorme non plus. Et je ne l'ai pas évoqué parce que je pense que c'est un préalable général, je vais peut-être le dire avant. Je rappelle qu'en prison, beaucoup de choses passent par l'écrit, demander un rendez-vous médical, etc. Combien de détenus sont analphabètes ou illettrés et n'ont pas les moyens de solliciter un rendez-vous par écrit? À Fleury, moi j'ai vu des détenus à qui on disait faut m'écrire pour me le demander. Oui, mais monsieur vient d'arriver en France depuis 2 mois, monsieur ne parle pas français, monsieur ne sait pas écrire le français. Donc monsieur ne peut pas faire de demande pour une visite médicale. À chaque fois, il y a aussi bien ça en tête. Je vais peut-être faire un focus, je ne sais pas quelle heure il est. Faut que je vous lâche à quelle heure officiellement? Oh, on est large. On est large, super. Sur le programme d'échange de seringues. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'échange de seringues en France. Dans les prisons. Okay. Alors, je fais une différence tout de suite. Il y a une différence entre programme d'échange de seringues et salle de consommation supervisée. Okay. Je vais peut-être faire un point là-dessus rapidement. La salle de conso, ce qu'on a appelé souvent la salle de shoot, plutôt pour définir le truc que pour le donner, c'est un endroit où vous avez des petits box pour pouvoir vous piquer au propre. Okay. Ça en France, ça n'existait pas jusqu'à l'année dernière. Maintenant ça existe. C'est très récent. Les salles de consommation ne sont pas encore généralisées. Il n'est pas question d'en ouvrir en prison pour l'instant. C'est pas l'idée. Les programmes d'échange de seringues, qui donc existent en France depuis 87 pour la distribution, la vente de seringues en pharmacie, et ensuite pour les assos depuis 89. L'idée, c'est que vous arrivez dans un lieu, une pharmacie ou une asso, et on vous propose du matériel pour vous piquer. D'accord? Donc on en a plusieurs dans Paris. C'est des distributeurs. Je sais pas, vous n'êtes pas tous parisiens, donc ça ne va peut-être pas vous parler. Vous avez parfois, alors je sais qu'à Paris elles sont grises, mais près des hôpitaux, vous avez des grosses boîtes en métal grises. Ça, c'est pour retirer une seringue. Donc, vous avez soit un jeton que vous avez récupéré auprès d'une asso, soit vous mettez votre seringue, vous tirez la languette, ça récupère la vôtre, ça vous en donne une nouvelle. Okay. En sachant que ça ne vous donne pas que des seringues, hein. Je parle de seringues parce que c'est ce qu'on a le plus pour l'hépatite C. Vous avez aussi tout le matériel pour, vous avez une pipe à crack, vous allez avoir le petit tampon pour pouvoir filtrer les produits que vous allez prendre, éviter d'avoir des gros morceaux, le tampon désinfectant, parce
que j'en ai pas parlé, mais c'est pas avec le Javel que vous allez vous infecter le bras. Quand vous avez le droit qu'à 3 douches par semaine en prison et que vous piquez sur une peau qui n'est pas encore tout à fait propre, c'est un risque supplémentaire. On ne l'a pas évoqué non plus. Donc les programmes d'échange de seringues, c'est vraiment ça. C'est vraiment de donner des seringues aux gens gratuitement, proprement et librement. Pour ceux qui étaient en France à ce moment-là, vous avez vécu le tollé sur les salles de consommation supervisées. Imaginez si vous dites que vous distribuez des seringues en prison. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne suis pas sûr que la ministre de la Santé actuelle ait le courage de le faire. Vous me direz, ses prédécesseurs n'ont pas eu non plus. Est-ce que d'après vous, il y a des pays qui ont mis en œuvre les programmes d'échange de seringues ou pas? Est-ce qu'on a réussi à le faire à l'étranger? Oui. Portugal, ouais. Tu dis quoi, ouais. Donc, le Portugal a mis en place des programmes d'échange de seringues. C'est lequel le premier pays qui en a mis en place? C'est la Suisse. Ouais. Qu'en Belgique, c'est aussi un grand tabou. La distribution de seringues. Donc pour info, je vais vous faire rapidement la liste. La Suisse, c'est en 1992. Ouais, donc pour rappel, découverte du VIH, apparition des premiers cas, 81. Je ne sais pas si vous faire rapidement l'histoire du VIH, mais c'est ce qu'on appelait les 4 H. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça ou pas. Les premières populations concernées par le VIH, c'est-à-dire les premiers malades qu'on a vu tomber comme des mouches, c'était les 4 H. Hémophiles, parce que les proches sont contaminés. Homosexuels. Haïtiens. Bon, ce qui pour un américain veut dire black, on va pas faire semblant. Mais haïtien, c'est plus joli. Donc haïtiens. Et héroïnomanes. Donc usage de drogue par voie intraveineuse. Face à cette situation, on s'est dit on va leur donner des seringues. Donc la Suisse 92, attention accrochez-vous bien, l'Allemagne 96, l'Espagne 97, la Moldavie 99, nous sommes derrière la Moldavie messieurs dames, le Kirghizistan en 2002, et là c'est quand même le plus drôle, l'Iran et la Biélorussie 2003. Donc certes tu peux être pendu parce que tu es homosexuel, mais tu as le droit de te piquer en prison. Faut bien choisir son camp. Arménie 2004, Luxembourg 2005, Roumanie 2006, et la France n'est toujours pas dans la liste. Tada, tada, tada. On n'a toujours pas réussi en France à mettre en place des programmes d'échange de seringues dans nos prisons. Pour vous faire rapidement un topo, il faut savoir que c'est le plus grand succès en termes de prévention de la lutte contre le sida et contre les hépatites C. On est passé d'une mortalité quasi systématique chez les usagers de drogue dans les années 80-90 pour la contamination. Aujourd'hui, c'est les usagers de drogue par voie intraveineuse, c'est combien de nouvelles découvertes chaque année en pourcentage? Sur 100 personnes qui découvrent qu'elles sont séropositives chaque année, combien sont usagers de drogue? 30, donc 30%, plus, moins, 60, 1%. Les usagers de drogue par voie intraveineuse représentent 1% des nouvelles découvertes de séropositivité aujourd'hui en France. C'est le plus beau succès qu'on a en termes de prévention. Les homosexuels, c'est à 42%, on n'arrive pas à le faire baisser. Les hétérosexuels sont encore concernés. La drogue, on a réussi. En mettant en place, non pas des mesures de restriction, mais des mesures de prévention, notamment l'échange de seringues, à faire tomber ce chiffre à 1%. Ouais, pour le VIH, c'est quasiment la même politique. Ouais. On a fait tomber de la même manière. C'est comme ça qu'on est tombé à 0,038%. Je ne vous cache pas qu'en prison, on n'en est pas là. On refuse encore de l'appliquer. Le petit topo que je vais vous faire rapidement, c'est de vous expliquer comment est-ce que ça a échoué. Parce qu'en fait, le programme a failli être mis en place. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent ou pas. Le 1er décembre 2012, donc journée mondiale contre le sida, comme chaque année, il faut bien trouver une annonce. Donc chaque année, 20 minutes vous annoncent qu'on a trouvé le vaccin contre le sida. Okay. Et chaque année, un politique met un ruban rouge. 1er décembre. Christiane Taubira et Marisol Touraine, qui sont donc à l'époque respectivement ministre de la Justice et ministre de la Santé, annoncent la mise en place d'un groupe de travail sur les programmes d'échange de seringues. Elles ne l'ont pas appelé comme ça, je ne vous le cache pas. Elles l'ont appelé groupe d'experts professionnels sur la santé en prison et la réduction des risques. On va quand même pas déconner non plus. Mais officiellement, l'idée c'était ça, c'était de leur demander est-ce que c'est faisable ou pas en France de transférer les programmes d'échange de seringues. Le groupe se réunit. Il faut savoir que les assos avaient quand même organisé un grand colloque en 2009 en faisant venir des acteurs étrangers pour expliquer comment ça se passait. Donc il y avait vraiment un projet associatif derrière qui était très fort, une mobilisation extrêmement forte des assos. Et pour ceux qui ont un peu fait d'associatif, vous savez combien c'est compliqué de mobiliser des assos ensemble sur le même sujet. Donc là, pour une fois, on avait un truc qui portait. Et le projet a complètement périclité, progressivement, comme on sait très bien le faire en France. En 2013, le groupe d'études remet son rapport en disant qu'il faut mettre en place ces programmes d'échange de seringues. Pour info, il y a 4 modalités de programmes d'échange de seringues.
soit c'est du personnel soignant qui vient vous le donner, soit c'est des pairs qui viennent vous le donner, donc un autre détenu qui a été formé spécialement pour ça et qui vient vous expliquer comment faire, soit c'est des distributeurs automatiques, soit c'est des associations. Voilà, c'est les 4 solutions qu'on voit le plus généralement développées dans le monde. En France, il disait que le système des soignants pouvait être fait, mais qu'il fallait le donner à la cellule. En disant par contre, on oublie le fait de donner à l'UXA. Vous ne pouvez pas aller chaque jour dans votre unité de soins pour vous faire soigner, demander une seringue, etc. Donc on oublie l'idée, ok. Le groupe de travail remet son truc en 2013, il ne se passe rien pendant 3 ans. Absolument rien, jusqu'au moment où les syndicats de chefs d'établissement montent au créneau, en disant qu'eux n'accepteront la demande que si on met en place une grande étude préalable sur les consommations en France. Donc ces mêmes chefs d'établissement qui ne s'étaient pas sont très très favorables à toutes les études menées dans les dernières années, là d'un coup demandent des études. D'accord ? On n'a pas fait d'études supplémentaires, je vous rassure, on ne va pas arrêter non plus. Et ensuite, ils demandaient l'autorisation préalable du chef d'établissement pour intervenir. En disant d'accord, mais le chef d'établissement intervient en premier et donne son accord. Le ministère, lui, nous a dit attention, vous avez un problème, il faut une loi. On s'en est rendu compte en 2015, 2 ans après le rapport, donc d'accord, on finit par faire une loi en 2016, où on dit que la réduction des risques est un objectif de la prison, et donc on peut ouvrir les programmes de seringues. Et là, c'est les surveillants pénitentiaires qui sont montés au créneau en disant que ça mettait en danger leur vie. Donc ils s'y sont opposés, en disant qu'ils étaient contre les distributions de seringues aux cellules, et à un moment, ça sera transféré aux UXA. Et là, pour terminer, le dernier clou du cercueil, c'est les UXA qui à leur tour ont dit « Mais attendez, moi je ne suis pas compétent pour le faire, soit vous le donnez en cellule, soit moi je m'y oppose. » Ouais. Distribuer des rasoirs d'hygiène et ils sont choqués par la distribution de seringues. Oui. Je vous ai pas ramené le tract de faux pénitentiaire de l'époque, je vous les mettrai dans le document. C'est... Mais la resto aussi, tu vois. Ah bah... ouais. Ça aussi, c'est un peu l'hypocrisie parce que vous-même, pour les personnes qui s'inscrivent sont aussi en prison, ils ne sont pas avec des équipes. Donc, c'est pas avec des équipes pour la défense. Et vous savez qui a demandé le retour des programmes sur de seringues en Allemagne quand ça a été suspendu? Les syndicats pénitentiaires de personnel. Avec un argument très simple. Hein. Alors c'est lequel selon vous? Qui pour une fois n'est pas du management carcéral. Leur propre sécurité. En disant tout simplement, je fais des fouilles de cellules inopinées. Bah, la différence, c'est que quand je ne distribuais pas de seringue, bah, je tombais sur une seringue en soulevant un matelas et je me piquais avec une seringue usagée. Là, si je sais que la personne a pris des seringues, et bah, je sais où est la seringue, je sais où elle est rangée, et je viens de me piquer avec. Et donc en Allemagne, c'est les syndicats qui ont fait pression pour qu'on remette en place des programmes d'échange de seringues. Bon, leurs collègues français ne les ont pas tout à fait entendus, hein, je ne vous cache pas qu'ils ont dit l'inverse. En France, on a imaginé des détenus qui allaient faire une rébellion générale, telle des Spartacus, avec leurs seringues. Vous essayez de prendre quelqu'un avec une seringue, vous allez prendre de l'élan, hein, parce que c'est vraiment pas... Faut avoir mis de l'air avant, il faut compliquer. Mais donc voilà, donc le programme d'échange de seringues qui aurait pu voir le jour tout à fait tranquillement dans le quinquennat précédent a été enterré gentiment. Pour info, il suffit juste d'un décret. Hein. C'est pas compliqué à faire. Hein. C'est quelqu'un de l'administration qui fait un petit décret, ça passe pas par le Parlement. On n'en est toujours pas là. Ok. Pour info, ce qu'on a remarqué, je vous le mettrai pareil dans ce que je vous enverrai sur les expériences étrangères, c'est une diminution de la prise de drogue quand on met en place des programmes d'échange de seringues. Une simple et bonne raison, c'est que si jamais c'est officiel et que je vous laisse faire, vous prenez des doses beaucoup moins importantes. Vous n'êtes plus obligé de prendre une dose d'un coup de peur de plus en avoir ou de vous faire choper la seringue. Donc vous étalez dans le temps votre consommation. Et donc en fait, vous diminuez votre prise de drogue. Ouais. Mais autoriser les seringues, ça ne permet pas d'autoriser l'héroïne. Non. Dans tous les cas, si on leur rentre des seringues, on peut avoir aussi des répercussions sur leur peine. S'ils sont chopés, on peut s'en sortir. Ah oui, mais s'ils sont chopés avec de la drogue, on peut tout à fait effectivement les condamner pour ça, ouais. Sachant qu'on sait qu'ils en récupèrent des seringues, ben après on a plus, les surveillants les ont plus dans la visite. C'est pour ça que l'enjeu c'est de les donner à quelqu'un d'autre que les surveillants. Ouais. Ou alors il est distribué dans les kits d'hygiène. C'était l'idée. L'idée c'était qu'en fait, ce qui a été préconisé par le groupe de travail, donc en 2013, c'était des petits kits uniques, donc qui sont des espèces d'étuis fermés, comme c'est le cas en Allemagne. L'avantage de l'Allemagne, c'est qu'en fait, vu que c'est un kit fermé, vous remettez la seringue à l'intérieur, vous ne piquez pas votre voisin, vous ne piquez pas vous-même, vous ne piquez pas le surveillant,
C'est assez protégé. Donc ils proposaient ça comme solution première et comme solution alternative de dire je passe dans les cellules, je vous donne une seringue, je fais le tour de toutes les cellules et je repasse, quand j'ai fait mon tour, pour récupérer la seringue. Et du coup ce serait un personnel soignant qui le ferait, qui est juste là pour donner la seringue, la récupérer avec sa petite boîte jaune qui la récupère. Donc effectivement il y aurait derrière un risque de... Mais comme le sexe parloir. Si je te chope, il y a un risque que je te colle du mita et que je te rallonge ta peau pour exhibitionnisme. Si je te chope avec de l'héroïne, il y a des risques que je te condamne. Après, objectivement, vu comme c'est utilisé comme agent carcéral, c'est-à-dire que ça détend les détenus qui sont moins agressifs, etc., ce sera le cas du surveillant qui veut punir un détenu. Qui utilisera comme ça. Donc on assiste à une diminution de la prise de drogue, on assiste à aucune, et je dis bien aucune attaque de surveillant ou de surveillance avec la seringue. On n'a pas non plus de détenus qui se sont entretués avec leur seringue. Moi je me la joue Star Wars et je vais te planter avec ma seringue. On n'a pas vu non plus. Et on assiste surtout, alors on n'a pas des études sur tous, il y a pas mal de pays qui n'ont pas fait d'études sanitaires après ça, mais en tout cas sur une diminution des soins superficiels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'effet que ça a concrètement sur le VIH ou le VHC. Par contre on sait que sur tout ce qui va être abcès, tout ce qui va être blessure de la peau, etc., c'est extrêmement efficace. Donc militons tous ensemble pour le retour des programmes d'échange, enfin l'arrivée des d'échange de seringues en France, en sachant que si on devait militer pour ça, ce serait évidemment pas à l'UXA, encore une fois, la confidentialité est le critère premier de la réussite de ces systèmes-là. Si je vous offre la confidentialité pour pouvoir vous piquer proprement, on n'y arrivera jamais. Donc l'idée c'est juste de dire, sortons de l'hypocrisie. Vous voulez aller sur l'argument sécuritaire? Ok, regardez, on a des études, ça montre que ce n'est pas dangereux. Point. Vous voulez utiliser l'argument de l'ordre moral en disant la drogue c'est pas bien, d'accord, je suis d'accord, la drogue c'est pas bien, si vous voulez c'est pour vous faire plaisir, ok, c'est pas mon point de vue, mais why not. Par contre le cas c'est qu'aujourd'hui il y a de la drogue en prison. Donc la question c'est est-ce qu'il se pique proprement ou pas. Dans le cadre d'un programme de distribution de seringues en établissement pénitentiaire, est-ce qu'on pourrait peut-être apprécier l'effet incitatif pour des néo-consommateurs d'avoir des seringues et d'être tentés de justement libérateur et limiter d'autres. Alors, il a été tenté dans je crois qu'il y a 4 ou 5 études sur les 10 que j'avais en tête qui ont regardé sur la prise de produits pour les non. C'est d'ailleurs qu'on a vu sur la salle de consommation déjà de dire j'ouvre une salle de consommation, est-ce que ça va pas inciter les gens qui ont jamais pris de drogue à prendre de la drogue? Ça peut se débattre. Non. En prison, en tout cas c'est pas le cas, très clairement. Parce qu'il faut déjà être dans le réseau où tu peux avoir accès aux produits pour. Donc, voilà, et que la drogue que tu commences en prison c'est plus le cannabis que des drogues type héroïne ou crack. Donc sur les études qui ont été menées sur ce sujet-là très spécifiquement, en tout cas celles que moi j'ai vues préparant l'atelier, il n'y a pas d'effet incitatif pour les non-consommateurs qui se mettraient à la consommation. Ouais, sur les salles de conso, clairement, on a plus démontré l'inverse. C'est-à-dire que tu as des gens qui... Alors les deux choses. Des gens qui songeaient à consommer, qui n'avaient pas très bien d'idée de comment faire, etc., qui sont venus en salle de conso pour avoir des conseils et qui, en rencontrant un professionnel, n'ont finalement pas consommé. Et des gens qui sont des consommateurs réguliers, qui ont un professionnel de santé, en rentrant dans un parcours de soins, vont décrocher. Donc c'est aussi ça, une des questions, c'est qu'en permettant d'avoir un échange de seringues, je permettrai aussi potentiellement de décrocher. Après, avec quel suivi dehors, avec quelle façon de le faire, etc., ça se débat, mais ça permettrait aussi ça. Et c'est aussi l'un des arguments pour dire qu'on ne veut pas que ce soit à l'UXAD ou que ce soit avec un personnel qui vient vous le donner directement. Alors après, encore une fois, que ce soit une asso, que ce soit un autre détenu, que ce soit un personnel soignant qui passe, l'idée c'est que vous ayez un contact humain avec quelqu'un à qui vous puissiez en parler. De votre conso, de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, de comment faire, etc. C'est quand même une des clés pour pouvoir décrocher un minimum à un moment ou à un autre. Donc voilà comment on a enterré gentiment le programme d'échange de seringues en France. Hein. Annonce, rapport, plus rien. Syndicat de personnel, enfin syndicat de chef d'établissement, législation, syndicat pénitentiaire, et à force de renier, de dire on le fera pas là, on le fera là, on le fera pas ci, on le fera pas là, abandon. Donc pour l'instant on en est là. Donc s'il y en a un d'entre vous qui a des copains du ministère de la Santé, n'hésitez pas à leur dire, hein, on attend le décret, on est prêt. S'il faut, on l'a déjà rédigé, hein. On est chaud patate. Hein. On est au taquet. Donc voilà pour ce qui était le focus sur les programmes d'échange de seringues. Maintenant, je vais vous faire, si j'ai le temps, normalement je l'ai, ouais, je l'ai, un petit point sur ce qu'on a fait nous avec Sodat et Sida. Donc pour vous faire un peu l'historique très rapidement, je vous mettrai, on a fait un article dessus dans le Passe-Muraille. J'étais responsable du groupe de Fleury-Mérogis pendant 5 ans. Et je suis par ailleurs bénévole à ACT UP, enfin militant ACT UP et à Sodat et Sida.
Soledad et Sida, c'est l'asso qui organise Solidays, le festival de musique à Longchamp fin juin. Et qui a une équipe de 30 bénévoles prévention. Et pour vous faire le topo très rapidement, on a fait une réunion en fin d'année. Et là, on propose un atelier danse. Et la chef d'établissement en charge de la sécurité nous répond vous n'aurez qu'à le faire à la maison d'arrêt des femmes, parce que de toute façon, toutes ces mineures sont enceintes. Là, vous ne comprenez pas le rapport entre la danse et être enceinte, enfin, why not. Et là, la phrase sort, je cite, ça leur détendra le col. Ok. Et c'est comme ça qu'est parti l'atelier prévention de Soledad et Sida. En disant, si elles sont enceintes, plutôt que de leur détendre le col, peut-être qu'on pourrait faire de la formation et de l'information. Et peut-être qu'on pourrait l'élargir au personnel pénitentiaire, du coup, qui ne dirait pas que la danse détend le col des mineurs. Et en fait, c'est né d'une demande de l'administration pénitentiaire, de partenariat. Donc l'idée, c'est ce qu'on a fait nous, en tout cas. Pour rappel, il y a eu une prise de position sur la réduction des risques en prison, qui incitait le Génépi à faire rentrer en prison des associations extérieures. En tant que génépiste, vous avez un grand avantage, c'est que vous êtes connu des établissements et vous connaissez les établissements dans lesquels vous intervenez. Vous avez un pouvoir énorme là-dessus. Les associations de lutte contre le sida ne sont pas forcément présentes dans les établissements et ont du mal à rentrer. Elles ne savent pas quels sont les processus, elles ne savent pas comment faire, etc. Vous pouvez leur offrir des clés comme ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc signé un partenariat, etc. Soledad et Sida a formé les bénévoles du Génépi sur une petite formation de base sur le VIH qui dure 3 heures, comme on l'a fait nous pour tous nos bénévoles quand ils rentrent à Soledad et Sida. Et à l'inverse, le Génépi a formé les bénévoles Soledad et Sida sur les questions carcérales. La même information que vous avez pour intervenir en détention, on l'a faite aux bénévoles de Soledad et Sida. Et on a fait ce qu'on appelle donc, les fameuses vacances à l'ombre. Donc, pendant une semaine, on est intervenu, où chaque jour, on avait un thème nouveau sur l'atelier. Donc le même public, pendant une semaine, avec 4 ou 5 ateliers, et chaque jour un thème différent. On a commencé auprès des mineures femmes à Fleury. Le premier jour, on avait fait le corps. Le deuxième jour, la contraception. Le troisième jour, les IST, les infections. Le quatrième jour, l'estime de soi. Sujet assez compliqué avec le public mineur, donc il faut s'y avoir en tête son public qu'on a, donc, en sachant que ça, c'était le thème de l'atelier. Hein. Après, pendant 3 heures, il y avait un thème de départ, il y a un truc que vous avez fait à l'arrivée, ça a vraiment le même rapport, mais bon, au moins vous n'êtes pas. Et on avait terminé par un goûter en disant, bah voilà, on fait un petit goûter tous ensemble, et vous posez toutes vos questions en petits groupes. L'une des règles que nous, on a décidé d'appliquer dès le départ, c'est de dire que on faisait un atelier double systématiquement. Prévention, évidemment, mais aussi, là pour les mineurs, on avait fait jeu de société. En disant, si à un moment ou à un autre, il y a une jeune fille qui ne veut pas intervenir dans l'atelier, qui ne veut pas écouter, que ça gêne, elle a une échappatoire. Vous n'êtes jamais sûr que les détenus que vous avez en face de vous sont là librement. Vous n'allez pas leur imposer à l'atelier sur la réduction des risques, sur le sexe, sur tout ça. Il faut trouver un truc qui permette d'avoir une alternative. Donc nous c'était ça, c'était jeu de société. En sachant qu'on avait 14 jeunes filles la première fois. La première journée, on en a 3 qui nous ont demandé à ne pas assister à l'atelier. C'était dans la même pièce, hein. Donc c'est une grande pièce, mais la même pièce. Et que les 3 ont plus écouté ce qui se disait dans l'atelier sur la Sida que jouer avec moi ou Uno. Et voilà, au moins vous leur permettez de ne pas être confrontés à ça si elles ne veulent pas. Donc on l'a fait auprès des mineures femmes, on l'a fait auprès des personnes transgenres. L'idée c'est de voir avec les assos partenaires comment ça pouvait fonctionner. Voilà. Les bénévoles de Génépi faisaient pas de prévention, ils étaient là pour animer la partie jeu. Ceux de Solcid faisaient la partie prévention. Et ça fonctionne très bien ensemble, avec un retour d'expérience systématique, où on débat, etc. N'hésitez pas à voir avec vos assos locales si ça peut être intéressant ou pas, si ça a un sens. Comment est-ce qu'on pourrait intervenir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire exactement? Quel sujet on débat? Et c'est hyper formateur pour vous aussi, hein, je vous le dis tout de suite, si vous en sortez. C'est déprimant d'être un 24 décembre à parler de sexe avec des jeunes filles en prison parce que vous dites qu'elles devraient être ailleurs. Mais honnêtement, votre engagement d'un coup prend un sens, vous dites ah ok, ça y est, je crois que je sais pourquoi je fais des billes. Si jamais vous l'avez oublié au cours de route, ça fait du bien d'y repenser un peu. Par ailleurs, vous verrez très souvent, ce que font les assos pour intervenir en détention, c'est qu'elles changent le nom de leur association ou de leur atelier. On parlait tout à l'heure des blocages liés aux représentations, etc. Je fais un atelier qui s'appelle Prévention SIDA, j'aurai 2 personnes. Je fais un atelier qui s'appelle Prévention Santé, j'aurai majoritairement des questions SIDA, mais j'aurai 15 personnes. Réfléchissez aussi à ça, à voir comment lever le blocage en changeant le nom de l'atelier, en trouvant... ça peut être une parade assez utile, je vous le donne et vous pouvez le donner aux assos si jamais vous en connaissez sur le terrain, parce que
Nous, ça nous a sauvé la mise quelquefois d'intervenir sur ce biais-là. Donc n'hésitez pas à aller comme ça. Donc voilà pour le focus Solseed. Et on va terminer, normalement je suis pas en retard. Pas encore. J'ai du mal à tenir le créneau. Il y a plein d'autres trucs que j'ai dans la feuille, parce que du coup je n'ai pas tout dit. Donc voilà, on vient de faire un atelier sur la prévention des risques en prison. Demain vous avez le pouvoir. Vous faites quoi? Comment est-ce qu'on réforme les prisons pour faire rentrer la prévention en prison? On dépénalise les drogues, ouais. Alors déjà, bon, je ne l'ai pas du tout évoqué, hein, mais je ne vous raconte pas, si on dépénalise l'usage de drogue, on vide nos prisons. Hein. Donc, on règle une bonne partie de la question. Ouais. C'est peut-être pour faire participer les anciens détenus pour aider justement dans un. Alors tu les fais participer comment? Justement de présentation. Ouais. Donc du coup, en détention. Ouais. C'est une solution. De la formation en cascade. On forme un certain nombre de détenus qui va former d'autres détenus, qui va former d'autres détenus. C'est la formation par les pairs. C'est essentiel. On ne le fait pas. Ouais. D'autres choses? Je viens de vous parler pendant 20 minutes des PES, les gars. On fait un programme d'échange de seringues, non? Bon, non, tu nous as pas convaincu, c'est nul à chier ton système. La drogue, c'est mal. Il y aurait, à mon avis, si on voulait mettre en place une prévention efficace, une part essentielle qui est une part accordée réellement au dépistage dans des conditions dignes d'un dépistage. C'est-à-dire que pas le proposer qu'une seule fois, mais le renouveler régulièrement et assurer la confidentialité du dépistage. Tant que vous ne pourrez pas assurer que le personnel pénitentiaire n'aura pas accès à votre dossier, vous ne pourrez pas mettre les gens en confiance pour qu'ils fassent un dépistage du VIH ou du SIDA. Tant que vous ne leur expliquerez pas ce que c'est exactement qu'un dépistage, ils ne feront pas de dépistage. Donc favoriser ce dépistage-là. Et le renouveler. Favoriser l'information. Toutes les informations. Et là, ça comprend à la fois les lois, dites que la drogue c'est interdit, etc. si vous voulez, mais en tout cas dire comment est-ce qu'on se pique proprement. C'est nécessaire d'expliquer aux gens, concrètement. Se shooter, c'est ça. D'expliquer ce que c'est qu'un dépistage, d'expliquer ce que c'est que ces maladies-là, comment est-ce qu'on sait qu'on l'a ou pas, expliquer que ça se soigne. Que c'est pas parce que je vous dis que vous êtes positif à quelque chose que c'est la fin de votre vie. Inciter à ça. Expliquer que vous n'allez pas être condamné plus lourdement parce que vous êtes séropositif. Ou parce que vous prenez des drogues, etc. Mais dire que là, nous avons une question de soins. Accepter que les assos rentrent dans les prisons. Ça, pour le coup, c'est encore plus dur que les échanges de seringues, donc. Et accepter de la liberté des discours des assos. Quand tu parlais d'intervention des détenus, accepter que les anciens détenus puissent aussi parler publiquement. Que dans les groupes d'experts, on n'est pas que des chercheurs, mais qu'on ait aussi des anciens détenus qui puissent prendre la parole et dire « ma réalité carcérale, ça a été ça ». Parce que là, moi, je vous en ai parlé pendant 1h30 ou 2 heures, mais j'ai pas été détenu. Je sais pas ce que c'est que de se piquer en prison. Faire rentrer cette parole des personnes détenues dans les instances de décision. On en est loin aussi, hein, je ne vous le cache pas. Donc, l'information, l'éducation, c'est primordial. Ensuite, en termes purement sanitaires, mettre à disposition du matériel. Que les préservatifs ne soient pas disponibles uniquement à l'UXA, mais qu'ils soient distribués systématiquement, chaque jour. Vous faites une cantine, vous avez des capotes qui vous sont distribuées, sans tabou. Que les préservatifs internes et externes soient disponibles. Interne et externe, pour info, donc anciennement, capote externe, c'est les capotes dites masculines. Capote interne, les capotes dites féminines. Mais distribuées partout, tout le temps, en nombre. Du lubrifiant. 92% des établissements qui ont des préservatifs, moins de 50% qui ont du lubrifiant. C'est pas mal d'avoir les deux. Accepter ces pratiques-là, en se disant bah, il y a un principe de réalité, c'est qu'il y a ces pratiques-là, donc j'accepte, je les accompagne. Donc on distribue des capotes, on met en place des programmes d'échange de seringues. Et honnêtement, je fais partie de ceux qui pensent que le premier établissement qu'il fera sera une porte d'entrée. Pas besoin d'aller chercher l'établissement où il y a le plus d'usagers de drogue et où ce serait le plus nécessaire en termes purement épidémiologiques, parce que ça pourrait être un établissement réfractaire. Trouver un établissement où le chef d'établissement est d'accord, où le personnel soignant est d'accord. C'est comme ça qu'ensuite ça s'est fait. Hein. En Suisse, c'est un médecin qui l'a imposé à sa prison et c'est parti de là. Refaire pareil et en faire une tête de pour en disant regardez, il n'y a pas de danger, c'est une solution. Donc mettre en place des programmes d'échange de seringues, assurer l'accompagnement au quotidien dans la détention. Donc, alors là c'est un peu utopique ce que je vous dis quand même, hein, dire, toi qui vas un médecin, t'es gentil Kevin, merci. Mais l'idée voilà, de leur permettre d'avoir un vrai accompagnement, un vrai suivi au quotidien et un suivi à la sortie. C'est pas normal qu'un détenu sur 2 sorte sans accompagnement de soins, sans poursuite de soins. Assurer cette transposition-là, militer pour la sortie des gens malades de prison,
La loi date de 2002. Hein. Entre 2002 et 2012, on a eu moins de 700 personnes qui sont sorties pour cause de soins. On a plus de 1200 personnes qui sont mortes des causes d'une maladie en prison. Ces gens-là auraient dû sortir de prison. Je ne sais pas si elle est là ou pas. La présidente de l'OIP n'est pas là, elle n'est pas venue, parce qu'elle aurait pu vous le raconter. Un détenu pour qu'il demande une libération pour soins, qui reçoit sa décision de rejet 2 mois après avoir décédé de sa tumeur. Il faut qu'on mette en œuvre cette loi-là. Et j'en profite pour dire, il faut qu'on mette en œuvre toutes les lois qu'on a votées dans notre pays. On a des lois qui disent égal accès aux soins, et ben allez, chiche, on le fait. On ne se paye pas que de mots et on met en place un égal accès. Et donc là, pour transposer de ce qu'il faudrait faire en prison à ce que vous pouvez faire vous, en tant que génépiste, si vous avez des ISP organisés, n'hésitez pas à vous emparer de ces questions de santé-là. C'est des questions qui sont tabous, c'est des questions qui ne sont jamais débattues, c'est une question primordiale en prison. L'accès à la santé des détenus, le soin accordé aux détenus, le fait qu'on puisse prendre de la drogue en prison, qu'on l'assume et qu'on l'accepte et qu'on en parle. Militez pour qu'on ait des programmes d'échange de seringues. Prenez des positions pour dire on en a marre d'avoir des gens qui ne sont pas formés en prison, des personnels pénitentiaires qui ne sont pas formés, des détenus qui ne sont pas informés. N'hésitez pas à vous en emparer. Vous pouvez faire un thème d'assise, vous pouvez faire une prise de position, vous pouvez faire une ISP sur le sujet. N'hésitez pas vous aussi à vous mettre en œuvre. N'hésitez pas à contacter vos assos locales, les antennes de aide, de SOS Drogue, SOS Toxicomanie, etc. pour aussi voir avec elles ce qu'elles ont besoin, comment vous pouvez travailler ensemble. N'hésitez pas à voir avec elles s'il n'y a pas des partenariats à nouer. Et si jamais ça vous est demandé, vous avez le numéro de SIDA Info Service, qui est un numéro qui est gratuit, 0800 840 800. N'hésitez pas à le donner aux détenus. Donc voilà, si tu as des questions quelconques, drogue, sexe, intimité, tabou, etc., n'hésite pas à les contacter, ils pourront t'aider. Donc voilà, vous avez largement les moyens d'agir. On ne va pas abolir la prison demain et on ne va pas leur donner une meilleure santé. Mais en tout cas, voilà, réfléchissez sur ces questions de management carcéral, de ce que j'autorise, ce que je n'autorise pas, de jeu, de miroir inversé. Ayez cette conscience politique parce que vous l'avez déjà et essayez de voir comment vous pouvez vous glisser dans ces interstices qu'on vous laisse. Voilà, on vous avait proposé de faire de la danse et bien on a fini par faire un atelier sexualité auprès des mineurs roumaines. À vous de jouer maintenant avec la créativité qui est la vôtre et j'en doute pas que vous allez tous trouver des moyens pour lui à droite à gauche pour mettre en place des ateliers qui nous permettent un jour, j'espère, de plus avoir à dire entre prison, la prison entre prévention des risques et répression, mais de dire la prévention en prison, point. Voilà, si vous avez des questions, je reste à dispo. Ouais. Est-ce que les détenus ils ont moyen d'appeler de prison Alors officiellement, c'est l'infoservice, c'est dans leur numéro de contact d'accès direct, avec la difficulté qu'il faut aller au téléphone et qu'il faut assumer de demander le numéro de site d'infoservice. Après, il y a beaucoup de détenus qui ont des moyens d'appel parallèles. S'il y a des téléphones portables dans les cellules, il peut leur permettre de téléphoner. Mais sinon, ouais, ils ont accès au numéro de site d'infoservice. Vous avez des questions, vous avez des sommeils, vous avez faim, vous avez envie de drogue, là, que je vous ai parlé de ça, ou...